Aujourd'hui, nous allons parler du livre suivant que je viens de terminer. Alors, il s'appelle Diriger la CIA, mon combat contre le terrorisme. Voilà, donc ça c'est le livre que je viens de lire quoi, sur ma tablette. Bon, pour commencer, donc il s'agit de qui? Il s'agit de John Owen Brennan, c'est le directeur de la CIA sous Barack Obama. Avant ça, il était conseiller du président Barack Obama pour la sécurité intérieure et la lutte antiterrorisme. Et donc, la question suivante d'un directeur de la CIA, c'est pourquoi il a écrit le livre. En fait, il y a une tradition aux États-Unis, pour les directeurs de la CIA, il y a toujours une biographie. En fait, c'est une biographie, mais c'est une autobiographie, c'est-à-dire que c'est lui-même qui s'est écrit, quoi. Donc c'est pas très... il y a un conflit d'intérêt, quand on écrit sa propre biographie, alors que ce serait une personne extérieure, ce serait mieux, quoi. Il y a des autres personnes qui peuvent avoir des points de vue différents. Et donc, lui, il a écrit sa biographie lui-même parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges à propos de son compte. Et donc, il veut rétablir la vérité. Alors, je vous dis déjà, le livre est d'une planitude à mourir. Hein, donc, vous attendez pas des révélations, parce que moi, je pensais en lisant qu'on allait avoir des faits historiques, connaître quelques petites vérités dans le monde des affaires opaques, les services secrets, tout ça. Et il n'y a rien de tout ça. Mais il y a quelques bonnes feuilles, dont notamment que je vais vous lire sur le dictateur égyptien Al-Sisi. Ça on fera à la fin, mais avant ça, pour ceux que ça intéresse, donc je vais un peu raconter son parcours universitaire, et c'est un peu sa vie, comment il est arrivé directeur de la CIA. Alors pour aborder ce sujet, ça va vous paraître un peu incroyable, mais comme je vous dis, je ne mens pas, hein. Vous pouvez lire le livre, voilà, c'est écrit dedans, c'est lui-même qui le dit, et donc voilà, moi je ne vais pas commencer à inventer parce que ce que je vais dire c'est la vérité. Mais je lui dis dans ma vérité à moi, qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que lui, il va dire d'autres, et il va adoucir ça, quoi. En fait, de quoi il s'agit? Comment il est arrivé directeur de la CIA? Donc, il faut commencer, il a fait ses études aux États-Unis, hein. Il a fait 2 fois des études aux États-Unis, il a été une fois au Caire pendant 1 an, et il a été une fois dans un pays d'Asie, je crois que c'est l'Indonésie, je ne sais plus, voilà, en Asie, quoi. Et donc, il a fait ses études, et donc il s'est engagé à la CIA, et il a fait une carrière de 25 ans, c'est son premier emploi, tout ça. En fait, à la base, c'est un simple analyste. Comme il y en a des milliers à la CIA, à la NSA, tout ça, quoi. Alors, de là, en fait, en rentrant à la CIA, il a été à la ferme, le service clandestin, c'est là où on forme les officiers traitants pour recruter des mouchards dans les pays adverses et tout ça. Et donc, là-bas, il aurait pu réussir, il a pu aller à la fin, mais il n'a pas voulu. Être un espion sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'en fait on apprend dans le livre qu'il y a des choses qui n'ont pas plu à la ferme, c'est-à-dire qu'en fait il explique que quand on est un officier traitant, on recrute des sources humaines dans les autres pays étrangers pour avoir des renseignements sur le pays cible, et que en fait quand on a une source et qu'elle refuse de continuer à donner des informations à un officier de la CIA, on fait du chantage. Comment? En fait la première fois quand la source reçoit de l'argent, on lui fait signer un papier. Je pense que c'est la même chose à la DGSE, un reçu quoi, pour l'argent, pour l'information qu'il communique à la CIA, et qu'on lui dit que ça serait pas bien que les services de son pays et des contre-espionnage soient au courant qu'il travaille pour la CIA. Et donc c'est comme ça qu'on tient une source humaine, quoi. Et donc ça lui a pas plu, donc il a été à la direction des renseignements. Donc c'était un simple analyste, hein, et voilà quoi. Et donc, il a été affecté au centre de lutte antiterrorisme plusieurs fois, hein. Donc, il a fait deux séjours de plusieurs années à Jeddah, en Arabie Saoudite, hein, entrecoupés. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur lui, que je me rappelle, il a fondé le centre de lutte antiterroriste un peu plus tard, bien plus tard, après ce que je vais vous raconter tout de suite. En fait, pour le centre de lutte antiterrorisme, c'est un centre qui a été créé avec des espions de la CIA et du FBI en partie, qui regroupe 2 bases de données, et à l'époque il devait y avoir plusieurs bases de données de la NSA, tout ça. Donc c'était un serveur qui avait accès à des bases de données, voilà, c'est un peu dangereux quoi.
d'avoir accès à des bases de données de la CIA, tout ça. Donc il y a eu des luttes d'influence et tout ça. Et donc lui, il était directeur par intérim, il a pu diriger ce centre, voilà quoi. Donc en fait, on va retourner en arrière et je vous expliquer comment il est devenu directeur de la CIA. Alors, pour moi, c'est pas un bon exemple, hein, parce qu'il ne mérite pas la place, mais il l'a eu. En fait, sous l'époque de George Bush, grâce au copinage, à son lien d'amitié avec George Tenet. Alors, George Tenet, c'était à l'époque le directeur de la CIA, hein, sous George Bush, si vous vous souvenez, la guerre d'Irak et tout ça, les mensonges, les analyses de la CIA disaient que Coverball, pour ceux qui ne savaient pas, c'était un... Je publierai une vidéo de Coverball si vous voulez. C'était un menteur qui a manipulé le BND, le service secret allemand, qui eux ont envoyé le rapport aux Américains. Les Américains se sont fondés sur ce rapport pour dire voilà, il avait des armes chimiques, il fabriquait des armes chimiques, il faut aller lancer les DI, il faut attaquer l'Irak et tout ça. Donc George Tenet, il était complice de George Bush, c'est clair et net. C'était son directeur de la CIA. Il n'a jamais dit à la télévision que Coverball était un menteur, que le rapport sur lequel George Bush se basait pour lancer la guerre en Irak lors du vote de l'ONU, tout était faux. C'était bidon. Vous le savez aujourd'hui parce que vous avez vu ça à la télévision. Mais voilà, à l'époque, c'était pas évident de savoir tout ça. Et donc lui, il était très proche de George Tenet. Il est devenu son assistant, son directeur de cabinet. Et donc, pour mériter un simple analyste, pour mériter ça, il devait avoir des années d'ancienneté, passer des examens. Et en fait, dans le livre, on découvre qu'il y a des grades JS1, JS2, JS3, C1, C2, C3. C'est comme ça qu'on monte dans l'échelle de la CIA. Et donc lui, George Tenet le propose d'être son directeur de cabinet à la CIA, quoi, comme assistant exclusif, voilà, enfin tous les postes qu'il a occupés 2 fois, des postes de la direction des opérations, mais il dit qu'il ne peut pas accepter parce qu'il ne mérite pas et que ça va faire du grabuge au sein de la CIA, que ses collègues ne vont pas aimer, ils vont dire c'est un lèche-botte, quoi. C'est ce qu'il dit, quoi, c'est ce qui est vrai. Et donc, parce qu'en fait, George Tenet voulait signer un ordre, disons voilà, ce sera mon nouveau directeur et tout ça, mais pour avoir cette place, il faut que George Tenet accepte qu'il monte en grade et bien sûr le salaire, alors qu'il n'en a pas le droit. Et donc c'est comme ça qu'il devient ami avec George Tenet, hein, c'est un ami proche de George Tenet. Et donc dans ses fonctions aussi, du directeur des cabinets, assistant, enfin, du directeur de la CIA, il va devenir aussi, comment expliquer, advisory board, il va devenir en fait le coursier du président, hein, Obama, entre autres, et c'est lui qui va lui lire le rapport quotidien de la CIA tous les matins à la Maison Blanche, quoi. Donc c'est comme ça qu'il parvient au sommet de la CIA, et comme il avait mis un pied dans la Maison Blanche pour lire les rapports quotidiens de la CIA tous les matins, et donc il va pouvoir être nommé sous Obama comme conseiller sécurité intérieure, la lutte antiterroriste, et puis comme directeur de la CIA sur Obama. C'est comme ça qu'il a fait, avec du clientélisme et du copinage malheureusement, mais il a réussi, voilà, grâce à son lien d'amitié avec George Tenet. C'est pas une amitié qui était basée sur la réussite, mais on peut lui attribuer le mérite d'avoir créé un centre de lutte antiterroriste avec la CIA et le FBI qui réunit des agents et avec accès aux bases de données. Donc ça, c'est son principal fait d'armes. Et il faut aussi savoir que c'est un jésuite très pieux, très religieux et qui n'aimait pas le mensonge dans son activité, ce qui peut paraître un peu rigolo. Et voilà, donc il était en conflit. Vous savez, quand Trump est arrivé, il n'a pas voulu de lui comme directeur de la CIA, donc ils l'ont viré. Il était en conflit. Et il explique dans le livre aussi que quand il a rencontré Trump, à la Trump Tower, hein, lui et ses collègues de la CIA, pour lui faire le briefing, hein, parce que vous savez, quand le président quitte ses fonctions, l'équipe dirigeante de la CIA doit un peu tenir au courant les affaires du pays au futur président. Et donc là aussi, il se passe des choses bizarres avec Trump, hein, je vais vous dire ça. Donc ils sont dans la salle de réunion, hein, ils font le briefing. La CIA, il y a Breman, hein, qui était le directeur de la CIA à l'époque, et avec des assistants, des directeurs des opérations, tout ça, dans le service de renseignement. Et donc ils font un rapport à Trump sur l'ingérence russe. Et on découvre que Trump, il n'en a rien à foutre des ingérences russes, ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, quand la réunion est finie, il lui dit à Breman, restez ici, j'ai quelques questions à vous poser. Et Breman, il raconte en fait, que Trump, il est intéressé pour savoir comment la CIA obtient ses renseignements, et comment ils font pour avoir des sources humaines, et comment ils opèrent pour... voilà. Et en fait, Trump, il veut savoir dans le détail, quoi, comment les agents travaillent sur le terrain.
Et Berman comprend très bien la démarche de Trump et donc il ne lui répond pas, bien sûr. Et en fait, John Brennan, pardon, il dit que dans le livre qu'en fait Trump il n'a pas de leadership, c'est un menteur, c'est ce qu'on découvre dans le livre, c'est un manipulateur et qui n'est pas apte à être président des États-Unis. C'est pas un bon exemple quoi, pour le pays. C'est ce qu'on découvre dans le livre. Et on voit aussi dans le livre qu'il était contre le waterboarding, c'est-à-dire la torture des djihadistes là, à Guantanamo, il était contre, mais on voit aussi dans le livre, avec un peu d'histoire, on regarde le documentaire, qu'il n'a pas fait vraiment grand-chose pour arrêter ça, quoi. Il déclarait souvent dans la presse que c'était pas bien, tout ça, qu'il n'acceptait pas ces méthodes, quoi. Mais il faut aussi savoir que les terroristes, ils n'ont rien à foutre non plus de la vie des innocents, hein, quand ils tuent des gens, voilà. Donc on emploie des méthodes de waterboarding pour les faire parler. Et donc plusieurs fois sous Trump, il va répondre via la presse parce que quand il a quitté son emploi de la CIA, il a travaillé dans une entreprise privée hein, qui compte plusieurs éminents spécialistes du service secret américain. Il était très bien payé, il disait dans le livre qu'il a pu rembourser sa maison, qu'il menait la belle vie. Et donc il était consultant pour les médias. Si vous tapez son nom dans YouTube, vous allez voir plusieurs interviews, mais c'est vraiment d'une plénitude. Je vous dis, vous n'allez rien, c'est juste parler, c'est du blablabla du vent, quoi. Et donc il était consultant pour les médias américains et voilà. Et donc sa vie c'est comme ça, hein, mais c'est vrai qu'il n'a pas la tête en emploi, hein, il est un peu austère, voilà. Mais il a le leadership quand même pour diriger la CIA. Et il avait quand même un peu d'empathie, hein, c'est ce qu'on voit dans le livre, mais bien sûr c'est une biographie, hein, donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou si c'est un livre à sa gloire, quoi, qui raconte, quoi. Voilà, alors je vais vous raconter quelques belles feuilles, hein, quelques bonnes feuilles, et on va commencer avec le dirigeant, le dictateur Al-Sisi. C'est le chapitre que j'aime le plus. Alors je vais vous lire mot pour mot qu'est-ce qu'il dit Brennan, donc le directeur de la CIA, sur le dictateur égyptien. Avec les souvenirs de mes années d'études au Caire gravés à jamais dans mon esprit, j'ai beaucoup aimé retourner en Égypte sous l'administration Obama. Le plus proche dont j'ai été d'un dirigeant égyptien a été au milieu des années 70. J'étais étudiant à l'UAC, le collège d'Anwar al-Sadat m'est passé devant un après-midi en se dirigeant vers l'aéroport et j'en ai profité pour apercevoir le profil pharaonique de Sadat par la fenêtre de la porte arrière. Lors de mes visites ultérieures en Égypte, en tant que fonctionnaire américain, mon expérience scolaire au Caire a souvent fait l'objet de conversations avec mes interlocuteurs égyptiens, y compris le président actuel de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Donc, il était directeur des services de renseignement militaire lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 2010. Il était très engageant chaque fois que nous dînions ensemble et je trouvais qu'il était un observateur sophistiqué des événements régionaux et mondiaux. Ses commentaires, bien que parfois critiques à l'égard des politiques américaines, étaient dépourvus de polémiques habituelles que je rencontrais lors de mes précédentes rencontres avec des dirigeants arabes. Lors d'un dîner, Al-Sisi m'a donné une copie d'un article intitulé « Démocratie en Moyen-Orient » qu'il avait écrit en 2006, alors qu'il étudiait à l'US Army College, War College. À ma grande surprise, j'ai constaté que ce papier critiquait la manière dont le gouvernement Moubarak contrôlait les médias, tolérait les inégalités économiques les plus flagrantes et les forces de sécurité publiquement répressives et qu'il désignait ce gouvernement comme responsable du taux élevé d'analphabétisme en Égypte. Dans cet article, Al-Sisi préconisait également que les États-Unis soutiennent moins les gouvernements du Moyen-Orient sur le plan militaire et investissent davantage dans l'éducation. Très intéressant, hein? J'ai trouvé le papier et les commentaires d'Al-Sisi très rafraîchissants et j'espérais qu'il jouerait un rôle plus important dans l'avenir de l'Égypte. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, j'ai rencontré Al-Sisi plusieurs fois à la suite du printemps arabe, lorsqu'il est devenu ministre de la Défense, puis vice-premier ministre et finalement président d'Égypte, via le coup d'État en 2014. Chaque fois, nous avions de longues conversations sur les difficultés auxquelles était confronté son pays et je lui transmettais des messages du président Obama soulignant à quel point il était important qu'il soutienne une réforme politique pacifique en Égypte. Parce que vous savez, Al-Sisi, c'était la torture, la prison, les opposants politiques, il les éliminait, c'était l'exil ou c'était la mort. Voilà quoi. Alors, il était animé, Al-Sisi acquiesçait généralement pendant l'énumération de mes points de discussion, mais il était animé et colérique
parlant de takfiri, de violents extrémistes islamistes et qui, selon lui, avaient pris la religion en otage. Fréquemment, il citait des versets du Coran pour prouver la force de sa foi et l'apostie des takfiris. Vous imaginez un dictateur qui justifie le meurtre, la torture, les arrêts, la manipulation de la justice, la mise au poids des libertés et des médias par la religion. C'est fort, hein? C'est triste, franchement, pour le pays. Moi, c'est mon opinion, hein, ça. Alors, je continue. Je me souviens des 3 moments ô combien mémorables avec El-Sisi. Le premier a été lorsque je me suis rendu au Caire fin 2012 pour encourager le président Mohamed Morsi, celui qui avait été élu démocratiquement quelques mois auparavant, grâce au soutien des frères musulmans et a participé à une initiative antiterroriste particulière. Morsi avait choisi El-Sisi comme ministre de la Défense. Et ce dernier était présent lors de ma réunion avec Morsi, qui s'est tenue dans le palais présidentiel alors que des manifestants en colère étaient rassemblés et chantaient devant les murs du palais. Durant cette réunion, le respect affiché par El-Sisi envers Morsi était on ne peut plus approprié. Je pouvais toutefois sentir, d'après le comportement d'El-Sisi et les commentaires subtils qu'il m'avait fait au préalable, que tout n'était pas rose entre eux. Sans surprise, El-Sisi a mené un coup d'État moins d'1 an plus tard, emprisonnant Morsi, qui était de moins en moins populaire et qui était resté incarcéré jusqu'à s'effondre dans une cellule d'audience au Caire, alors accusé d'espionnage en juin 2019. En fait, dans les dictatures, tous les opposants politiques ou les médias sont accusés d'espionnage. Donc là, il est mort dans sa cellule au Caire, quoi. Mais on ne sait pas de quoi il est mort jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut présager qu'il a été empoisonné ou juste comme ça, quoi. El-Sisi et moi-même nous sommes rencontrés à nouveau en février 2014. Alors que le gouvernement égyptien se prépare à organiser des élections présidentielles après le renversement de Morsi, à l'époque, El-Sisi était tenu en haute estime pour avoir pris des mesures audacieuses contre Morsi afin de désamorcer les tensions croissantes et d'éviter toute nouvelle effusion de sang. Donc ça, c'est la justification pour le coup d'État, quoi. Qui plus est, les rumeurs insinuant sa candidature prochaine à l'élection présidentielle se multipliaient. Après quelques plaisanteries initiales et quelques verres obligatoires de thé vert, El-Sisi m'a demandé sans détour: « Monsieur le directeur, pensez-vous qu'il est dans l'intérêt supérieur de mon pays que je me présente à la présidence ?» Alors, vraiment, il dit: « J'ai été surpris par la franchise de sa question. Je n'allais certainement pas lui donner des conseils politiques, mais j'ai profité de l'occasion pour souligner l'ampleur des nouveaux enjeux économiques, politiques et sécuritaires auxquels le prochain président égyptien allait être confronté. Quiconque décide de se présenter à la présidence de l'Égypte doit avoir les yeux ouverts sur la difficulté de sa mission, en particulier sur le plan économique, lui ai-je dit. Vos accomplissements en tant qu'officier militaire vous ont permis de gagner une très belle réputation, ce qui est remarquable, mais considérablement différent par rapport au travail d'un président. Parce que le président, c'est être... allez, il faut améliorer, changer les choses du pays, il faut apporter des réformes, il faut la démocratie. Mais un dictateur ne fera jamais ça, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas gagner dans la démocratie. Il sera balayé par le prochain qui sera élu démocratiquement, quoi. Votre décision de se présenter à la présidence est très personnelle et vous devez y réfléchir. Ne voulant pas aller plus loin dans une discussion politique, j'ai changé de sujet. Alors on arrive à la fin. Ma dernière rencontre avec El-Sisi a lieu en janvier 2016. Il était président depuis 18 mois et de nombreux rapports faisaient état de militants politiques égyptiens emprisonnés par les forces de sécurité. C'est la répression. La dictature, elle s'installe. Il existait d'autres signes montrant qu'El-Sisi s'appuyait toujours sur des mesures autoritaires pour faire taire l'opposition. J'ai donc envoyé en Égypte, en fait c'est une traduction qui est anglaise, hein, donc je vais traduire. Je suis donc envoyé en Égypte pour souligner l'inquiétude croissante de l'administration Obama quant aux opérations entreprises sous son mandat. Et lui dit, Berman, il lui dit, donc souvenez-vous de ce que vous avez écrit dans votre article au War College, lui ai-je dit, alors qu'il me raccompagnait dehors à la fin de notre réunion. Ne faites pas ce qui vous a poussé à critiquer Moubarak. Donc en fait, il fait le jeu de Moubarak, la même chose, la dictature, les emprisonnements, les tortures, quoi. Malheureusement, El-Sisi a choisi d'être un chef d'État autoritaire plutôt qu'un dirigeant audacieux et sage. Ainsi, la question n'est pas de savoir s'il y aura un autre printemps arabe, mais quand un événement aussi dévastateur et sanglant reviendra dans les rues égyptiennes. Voilà, donc ça c'est pour le chapitre El-Sisi. Il y a aussi un chapitre avec le Yémen, hein, avec le dirigeant là, qui est, comment il s'appelle, Mansour là, qui le voit comme un mafieux. Il rencontre plusieurs dirigeants, même à la Havane, ils sont encore à l'ère de Castro, hein.
Donc quand il y a des réunions à la Havane, on repasse la même bande orale. Ouais, vous avez envahi le pays, oui, vous avez voulu faire ça. Donc à Cuba, ils sont toujours à l'époque de Castro, quoi. Ils vivent toujours comme ça. Donc dans le livre, il y a plusieurs dirigeants, c'est vers la fin du chapitre qu'on lit tous ces textes, quoi. Qu'est-ce que je peux encore dire? Bon, je vous ai dit que c'était une plénitude, c'est pas merveilleux à lire, quoi. Bon, moi j'ai beaucoup aimé Al-Sisi parce que ce sont des gens qui rencontrent des dictateurs et nous on ne sait pas, en tant que citoyen, on ne sait pas qu'est-ce qui fait le dictateur dans son pays, comment il raisonne. Mais maintenant que j'ai lu le livre, je peux dire qu'Al-Sisi il s'imprègne de la religion pour justifier les tortures, les meurtres, les kidnappings, je suppose aussi le détournement d'argent, hein, puisque c'est une tradition en Égypte, hein, dans les dictatures. On n'est pas à des mesures économiques, au contrôle financier, à la bonne gouvernance, quoi. Donc on dirige avec la religion, hein, on justifie tout par la religion, on se présente aux élections par la religion, voilà, donc on en est encore là. Voilà, donc moi je vous ai un peu raconté le livre, vous pouvez le lire, hein. Alors on a aussi un chapitre sur les Russes, hein. Donc aux premières loges du manège russe. Alors les Russes, Brennan, qu'est-ce que je peux dire, il avait des réunions à la Chambre avec les leaders du Parti démocrate, républicain, les opposants, tout ça. Et donc Nancy Pelosi, c'était une femme démocrate, qui gérait les démocrates à la Chambre. Avant c'était au Sénat. Et donc elle demandait des mesures fortes contre la Russie qui interférait dans l'élection présidentielle en piratant les boîtes mail du Parti démocrate. Vous savez, les démocrates avec Trump, avec les mails qui ont fuité dans Wikileaks. Donc elle demandait vraiment, c'était vraiment quelqu'un qui demandait des sanctions très très fortes contre la Russie. Et on ne peut pas lui donner tort avec ce qu'on voit avec l'Ukraine et tout ça, quoi. Les autres, les républicains, eux, ils creusaient pas trop l'affaire. Mais il y avait on voit en fait dans les briefings, on voit qu'ils tiennent des briefings avec les partis, avec les leaders, des responsables gouvernementaux, directeurs de la CIA, tout ça, des responsables du FBI, sur l'état de la nation, sur les histoires d'espionnage et tout ça, quoi. Donc voilà, moi je l'ai lu, c'était pas très passionnant. Comme je vous ai dit, ce que j'ai aimé, c'était les dictateurs, parce qu'on en apprend toujours des belles histoires, hein. Voilà, donc c'est fini. Alors je peux vous dire que le prochain livre que je suis en train de lire, je vais bientôt terminer, c'est le mythe. C'est pas le mythe du Massachusetts Institute Technology, hein, comme vous connaissez l'université où il y a beaucoup de technologie. C'est le mythe des services secrets turcs. C'est ça que je suis en train de lire. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois et bonne lecture si vous lisez le livre.